Bonsoir chers amis auditrices et auditeurs, ravi de vous retrouver depuis notre super studio à la radio Baoulé que vous écoutez sur la 103 FM. Cette émission, c'est la science, c'est l'heure de toutes les sciences, est réalisée par le journal scientifique et technique du Mali en partenariat avec la radio Baoulé. À la technique, mon cher ami Bourama Traoré qui nous assistera tout au long de notre discussion avec professeur Ousmane Koïta, notre invité spécial, avec qui nous parlerons de la première phase de sa recherche sur les bananes génétiquement modifiées pour lutter contre le paludisme. Où trouver ces bananes? Quel goût ont-elles? Comment sont-elles fabriquées? Pourquoi le choix des bananes? De quel type de bananes s'agit-il? Nous y reviendrons dans un instant. Comme d'habitude, nous avons Grace Lama avec nous dans le studio pour répondre à la question de nos auditeurs. Mais avant, faisons le tour de l'actualité scientifique en Afrique avec SciDev.net. Santé, sciences et développement. Une émission de SciDev.net. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, sciences et développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Radio Baoulé, 100% environnement. Au micro, Sylvia Coussan. Au menu cette semaine, nous irons à la découverte d'une application pour favoriser le don de sang au Gabon. Nchina est une plateforme numérique conçue pour mettre en relation les donneurs de sang et les demandeurs. Au Cameroun, les impacts de l'exploitation artisanale de l'or sur la santé et la sécurité des artisans miniers ont été révélés par une étude commandée par l'ONG Forêts et Développement Rural. De nombreux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières semaines en Guinée, où l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réactivé sa stratégie de vaccination. Objectif, couvrir tout le pays. L'eau de la noix de coco est-elle bonne pour la santé humaine? Quelles sont ses vertus? Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis la note de fin, ce sera comme d'habitude l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Au Gabon, une jeune développeuse web et stratège digitale a créé une application pour favoriser le don de sang. Cette plateforme numérique d'entraide baptisée Nchina est conçue pour mettre en relation les donneurs et les demandeurs de sang. Retrouvons à Libreville Sandrine Gagne. China, qui veut dire sang en langue omienné au Gabon, ambitionne en effet de faire croître une communauté de donneurs volontaires et bénévoles accessibles gratuitement aux demandeurs de sang à tout moment, ce qui permettrait de résoudre les problèmes d'approvisionnement en poche de sang dans des banques de sang, dans un contexte où des gens meurent par manque de ce précieux liquide. Conçue par Alvin Yeno, une jeune développeuse web gabonaise, cette solution numérique est téléchargeable sur Google Play et App Store. Alvin Yeno explique comment ça fonctionne. China en fait permet d'alerter les donneurs en cas de besoin. Donc les donneurs qui sont préalablement inscrits reçoivent la notification au moment où on en recherche. Et donc eux, à ce moment, peuvent passer le test d'éligibilité pour savoir s'ils sont aptes à faire le don maintenant. Il faut aussi souligner que ce test d'éligibilité n'est que le premier parce que après c'est le centre qui va déterminer avec plus de détails si la personne est apte à donner. Par ailleurs, China se veut une plateforme de sensibilisation sur l'importance du don de sang pour sauver des vies. Une action nécessaire dans la mesure où au Gabon, les dons de sang ont considérablement diminué depuis la pandémie de la Covid-19. Et malgré la sensibilisation faite à travers cette application, plusieurs potentiels donneurs traînent encore le pas. Les gens adhèrent généralement quand on va présenter le projet, les personnes sont toutes émues, surtout que la plupart parmi ces personnes ont déjà vécu des cas similaires et donc se reconnaissent par rapport à ce projet. Maintenant, pour passer à l'action, ça reste encore un peu tabou, mais je pense qu'avec la communication, ça devrait pouvoir aller. Pourtant, un engouement des populations aurait pu rapidement accroître l'offre pour une meilleure prise en charge des malades, des femmes enceintes, des accidentés, entre autres. Selon le docteur Olivier Pellegrin, directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le Gabon prélève environ 23 000 poches de sang par an, ce qui est en deçà de la demande. Sandrine Gagne, Libreville, pour Santé, Sciences et Développement. Au Cameroun, l'exploitation artisanale de l'or a des impacts sur la santé et la sécurité des artisans miniers.
C'est ce que révèle une étude commandée par l'ONG Forêts et Développement Rural. La dite étude, qui a été restituée le 19 octobre dernier, interpelle les autorités camerounaises sur la nécessité de prendre des mesures afin de préserver la santé de centaines de personnes qui travaillent sur les sites miniers. Les précisions de Béatrice Gazé à Yaoundé. L'étude intitulée « Évaluation des risques de l'exploitation artisanale de l'or sur la santé et la sécurité des artisans miniers » a été menée du 28 mai au 5 juin 2022 à Batori, Kété, Ngoura et Betare-Oya, 4 communes de la région de l'Est qui abritent l'essentiel des activités d'exploitation minière au Cameroun. Le docteur Ralph Obassé Moussono, d'expression anglaise, est le principal auteur de cette étude. L'objectif, c'était d'étude. D'abord, c'est pour évaluer les risques d'exploitation artisanale minière de l'or sur la santé et la sécurité de cette population locale. On avait les objectifs spécifiques maintenant pour évaluer le taux d'exposition de mercure, pour évaluer aussi les causes de décès et les accidents dans les différents sites et pour évaluer les différentes maladies qui ont lieu à cette activité. 134 travailleurs spécialisés dans l'exploitation aurifère artisanale ont été interrogés au cours de cette étude. Selon les résultats obtenus, ces derniers sont victimes de nombreux problèmes de santé tels que le paludisme, les douleurs musculaires et squelettiques, les maladies diarrhéiques, les problèmes de vue, les maux de tête et la fatigue. L'analyse d'une 60aine d'échantillons de cheveux a également permis d'identifier une concentration élevée de mercure utilisée pour extraire de l'or chez 71% des sujets testés. Pour Justin Chekoua, chef de projet à FODER, des actions doivent être prises pour préserver la santé des mineurs artisanaux. La première chose qu'il faut faire, c'est de manière préventive. Davantage informer et sensibiliser les artisans sur les risques qu'ils encourent en utilisant le mercure. Et la deuxième chose, puisqu'il est difficile pour les artisans de ne pas utiliser le mercure, c'est de trouver des alternatives à l'utilisation de mercure. Et donc, il y a des technologies qui sont en train de faire au niveau international. Peut-être au Cameroun, le gouvernement puisse voir comment importer, amener cette technologie-ci pour que les artisans puissent s'approprier. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la deuxième phase du projet Mines, Environnement, Santé et Société, un projet mis en œuvre par Forêt et Développement Rural. Béatrice Kazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement. En Guinée, de nombreux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières semaines. Pour faire face à cette résurgence de la maladie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réactivé sa stratégie de vaccination qui devrait couvrir l'ensemble du territoire guinéen. La correspondance de Samuel Dimbadieu-Lamou à Conakry. Après une période d'accalmie, plusieurs nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les formations sanitaires du pays. Dr Sori Kondé, responsable des données et statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, fait le point de la situation épidémiologique à la date du 12 octobre 2022. Dans le centre de traitement, il y a présentement 25 malades hospitalisés qui sont en train d'être pris en charge, dont 5 sont dans les services des soins intensifs. Donc les autres sont des personnes qui sont suivies à domicile par nos équipes mobiles. De nouvelles infections qui ont causé la mort de plusieurs patients. Selon l'épidémiologiste, la plupart des personnes décédées étaient porteuses de facteurs de comorbidité. Lorsqu'on regarde les 4 dernières semaines, on a enregistré 6 décès. 6 décès survenus dans nos centres de traitement, malheureusement. Nous avons 3 personnes sur les 6 qui sont âgées de moins de 50 ans et les 3 autres sont âgées de plus de 50 ans. D'abord, aucun n'était vacciné contre la Covid-19. Tous présentaient d'autres maladies, les maladies chroniques, donc l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH-Sida, la tuberculose. La résurgence des cas de Covid-19 en Guinée fait suite à un relâchement quasi total dans le respect des mesures barrières. Au début, on avait des barrages filtrants au niveau de des sorties de Conakry. Tout ça, ça a été levé. Le port du masque a été levé par les autorités. Donc le couvre-feu. Donc normalement, puisque les hôpitaux sont des lieux publics et de grande affluence, on devrait mettre un système de filtrage pour que les gens qui viennent présentent une preuve de la vaccination ou du dépistage pour ne pas qu'un malade arrive et qu'il contamine les autres et même le personnel. Pour faire face à la situation, des stratégies de riposte ont été mises en place par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Présentement, il y a la campagne de vaccination qu'on appelle le plan d'intensification. Ça se passe à Conakry, à Zérékoré. Il y a au moins une vingtaine d'équipes qui sont engagées à Conakry ici. Et nous avons fait la micro-planification pour les régions de Kindia et de Boké. Nous allons lancer l'intensification là-bas d'ici la fin du mois d'octobre. D'autres mesures telles que la présentation du carnet de vaccination pour tout voyageur sortant ou entrant en Guinée sont maintenues. Sur le plan de la vaccination, plus de 2 millions de personnes ont été entièrement vaccinées selon l'Organisation mondiale de la santé. Samuel Dimbadieu-Lamou, Conakry, pour
pour santé, sciences et développement. Bienvenue, chers amis auditeurs et auditrices, sur les traces du professeur Ousmane Koïta, professeur titulaire de biologie moléculaire appliquée à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Professeur Ousmane est un biopharmacien qui s'est révélé au grand public lors de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali. Sur la colline de Badalabougou, où se trouve son laboratoire, Ousmane Koïta et son équipe manipulent virus et bactéries pour lutter contre divers types de maladies dans notre pays. Aujourd'hui, nous parlerons de sa technologie, les bananes modifiées pour lutter contre le paludisme. Bonsoir professeur, bienvenue dans notre studio. Bonsoir Mardoché. Alors professeur, est-ce que on peut guérir du paludisme juste en mangeant de la banane? Non, pas en mangeant de la banane. Il faut prendre des médicaments qui ont été conçus pour lutter contre le paludisme. Il y en a plusieurs. Il y a les médicaments qu'on peut prendre oralement et qui permettent de lutter contre le paludisme simple, qui n'est pas compliqué. Il y a aussi les injections. Et tout le monde se souvient de la quinine, qui est toujours d'actualité. Et aussi l'artéméter aussi, qui est beaucoup utilisé actuellement pour lutter contre la forme grave du paludisme. Donc ce n'est pas en mangeant la banane qu'on peut guérir le paludisme, mais ça peut être un véhicule. D'accord. Alors, professeur, vous avez décidé de travailler sur des bananes qui pourraient prévenir le paludisme et guérir le paludisme. D'où vous est venue cette idée d'utiliser des bananes pour lutter contre le paludisme au Mali? Merci bien pour cette question qui mérite une réponse claire et nette. Vous savez que quand vous regardez tout ce qui est le cycle de vie le cycle biologique de vie du paludisme, du parasite du paludisme, et c'était une maladie qui autour de l'eau, et l'eau qui permet le développement des moustiques qui sont les vecteurs de ce parasite. Et donc vous avez à la fois l'eau, et vous avez aussi les anophèles, et vous avez l'homme. Donc c'est un triangle où le parasite est transmis par le moustique. Et donc c'est des zones très humides. Et vous savez que quand vous regardez la répartition de cette maladie, c'est des pays tropicaux où la température excède 18 degrés et qui permet le développement de l'anophèle, qui fait que ce vecteur est présent et puis il dissémine le parasite. Et donc, et aussi quand vous voyez les moyens, et je vais vous le dire, et ce parasite a été découvert en novembre 1880 par un médecin militaire français. Oh. Et donc ça fait 142 ans que ce parasite est connu. C'était en Algérie ou C'était en Algérie, en Constantine. Et donc c'est un parasite qui est connu. Et c'est une maladie qui est connue. Et tous les enfants qui doivent aller à l'école, et vous vous rappelez en septembre, octobre, les épisodes de paludisme que chacun faisait. Donc nous pensons actuellement que les populations ont suffisamment vécu avec le paludisme, qu'ils ont une certaine compréhension de cette maladie, qu'il est temps qu'on revienne à la base en disant que les familles peuvent se prendre en charge en guérissant le paludisme. Donc c'est ce retour à la base qui vous a amené. Exactement, je suppose que tout le monde a eu un cas de paludisme. D'accord. Et que c'est connu. Et donc on peut guérir sans aller dans les grandes structures sophistiquées. Mais pourquoi les bananes alors? Je vais revenir aux bananes parce qu'en fait, et c'est qu'on se dit, et quand vous voyez tout ce qui est le montage financier, et non seulement de nos partenaires financiers qui supportent un peu le poids de cette lutte contre le paludisme, de la prévention et du traitement du paludisme, ça fait des milliards. Et que l'État et nos partenaires sont obligés chaque année de mettre sur la table un montant énorme pour non seulement acheter les moustiquaires imprégnés, acheter tout ce qui est test rapide qu'on appelle les TDR, acheter les médicaments qu'il faut pour soigner les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes qui sont à risque. Et donc c'est énorme. Et on s'est dit, un jour où tous ces financements s'arrêtent, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc nous supposons qu'il doit y avoir une recherche endogène qui vient de nous, qui vient de nos ressources phytothérapeutiques,
qui sont connues. Et nous avons pris un exemple, Mitrigina inermis, qui est une plante qui est cultivée dans le Sahel, surtout dans cette bande du Burkina, le Mali, et que nos populations utilisent pour guérir le paludisme. Effectivement, professeur. En 2021, le paludisme a fait plus de 1480 décès au Mali. Et généralement, dans nos villages, nos parents utilisent des plantes. On va revenir sur le Mitrigina inermis. Utilisent des plantes telles que, comme on appelle le malirini, les feuilles de cette, voilà, le Nîmes, et ils utilisent également le djou, le djou, voilà, que vous scientifiques vous appelez le Mitrigina inermis, une plante que professeur Ousmane Koïta veut retirer les propriétés médicinales pour les transférer dans la banane transgénique. Pourquoi avoir choisi cette plante en fait? Ok, cette plante a été étudiée par nos collègues au Burkina, à Marseille, et ils ont trouvé ce qu'on appelle la concentration inhibitrice 50. C'est la quantité de Mitrigina qui est capable d'inhiber la multiplication de 50% des parasites. Professeur, de façon terre à terre, ça c'est trop scientifique pour nous là. Oui, ça veut dire que ça a une efficacité. D'accord. L'efficacité est indiquée par un terme que tout le monde emploie et qu'on appelle une concentration qui permet d'arrêter la multiplication du parasite. Simple. D'accord. Donc ça veut dire que si vous avez une concentration très faible, ça veut dire que cette plante est très très efficace contre le parasite. Donc ça a été démontré. Nous on n'a pas repris ça, mais ça a été démontré au Burkina, à Marseille, en France dans les études, dans les labos de parasito, que cette plante est efficace. Maintenant, ce que nous voulons faire, est-ce que nous pouvons isoler les propriétés antipaludiques de cette plante issue de notre pharmacopée et de l'insérer dans le bananier. De façon terre à terre, est-ce que vous voulez prendre ce qui soigne le paludisme dans la plante pour les mettre dans le bananier, c'est ça? Exactement. D'accord, professeur. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? C'est de prendre tous les génomes de Mitrigina inermis et d'essayer de l'incorporer dans l'embryon du bananier. Et que le bananier va prendre ces morceaux, ces fragments de gènes qui sont à la base de l'expression soit des alcaloïdes, soit des protéines qui sont à la base de cette activité antipaludique. Et maintenant, en mangeant la banane, vous avez non seulement la propriété alimentaire de la banane, mais en plus, vous avez cette propriété antipaludique qui a été conférée à la banane par notre technologie pour que chacun puisse avoir un pied de bananier devant sa porte, peut nourrir les enfants avec cette banane qui contient le Mitrigina et nous permet à éviter l'infection sanguine, pas la piqûre de moustique, mais le développement du parasite à l'intérieur de l'enfant et à l'intérieur de la personne. Quand on vous écoute, on a l'impression que nous sommes en face d'un blanc, d'un français, parce que être malien, aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce que nos chercheurs cherchent et puis est-ce qu'ils trouvent? Parce que professeur Ousmane Koïta, vous avez une brillante idée, mais déjà quand on parle d'organismes génétiquement modifiés, les OGM, on se bute à des avis mitigés, surtout au Mali. Si vous souffrez de paludisme et que le docteur vous dit que vous avez le choix entre bananes transgéniques pour vous soigner et des comprimés ou vaccins, qu'allez-vous choisir? C'est la question que Daniela Agbalo a posée à des hommes et femmes dans un micro-trottoir réalisé dans le quartier de Garantibougou. On l'écoute. Ne bɛ furakisɛ de ta parce que minnu bɛ sumaya furakɛ o de ni y'a ta. Namasa ni ma namasa ko kuma mɛn fɔlɔ dɛ nin ye ni siɲɛ fɔlɔ de ye k'a mɛn ko namasa bɛ sumaya furakɛ n'o ko sila ka sigi singa n'a ɲana n'o kɔni ka sumaya la ne b'i furakisɛ de ta ni namasa ko ɲana n'a y'a ye an bɛ namasa ta. Ne bɛ furakisɛ de ta n b'a fɔ ka furakisɛ de sɛbɛn furakisɛ ale bɛ mɔgɔ furakɛ quoi donc o de kama ne b'ale ta. Moi plus pratiquement je choisirais les bananes. Parce que les bananes sont sucrées et puis c'est mangeable. C'est genre comme des fruits, mais les comprimés sont amers. Bon, moi je vais choisir la banane parce que l'avantage de la banane, c'est plus, ça présente moins de risques. Alors avec les comprimés, il y a plus de risques. Des risques d'être atteint de suffisance rénale parce que ça peut détruire les reins. Alors que si la banane c'est un fruit, il y a moins de risques pour que les reins soient atteints. Moi, je vais opter pour la banane.
no namasa ko ni sumaya frage ko so ne bore ta parce que français be kololo français ni be français ta ko so ko fe abisa ga esuma bla mogola no namasa ne kai ne kontara ne bo namasa ne ta mo gonte ke di do ba fa ko fra kura bole ko me ko to abu be fra glana esayana mena so esayma on fra no gonte ko ne be namasa ne ta. Professeur, vous l'avez entendu. Quel commentaire faites-vous après avoir écouté les avis de la population? Donc, c'est réconfortant qu'il y a des idées partagées. Et ce qui est important pour nous, c'est que nos laboratoires, notre système de recherche doit écouter les souffrances du peuple. Et c'est bon que on n'est pas à ce niveau d'avoir une banane bien faite pour soigner, mais c'est ce que nous devons faire. Et nous pensons que tout ce qui a été dit nous encourage à aller vers ce qu'on appelle changer de paradigme, tu vois, de ne pas se focaliser seulement sur les médicaments qui ne sont pas fabriqués par nous et qui sont des produits chimiques. Et donc, en pensant à tout ce qui a été dit par nos collègues, nos compatriotes à travers cette radio trottoir, c'est que il y a une vérité, puisqu'il faut qu'on arrive à convaincre, d'abord au laboratoire que ça marche, d'abord dans un essai clinique bien supervisé, qu'on prouve que c'est efficace, et ensuite que ça n'a pas un dommage sur l'environnement, et qu'on préserve la biodiversité, et que cette souche de banane qu'on utilise ne disparaisse pas parce qu'on a une banane transformée. Et donc, ça nous renforce à aller dans ce sens, et ça donne raison aussi à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui a donné un premier financement à ce projet, et qui demande à ce que les Africains utilisent la technologie moderne pour résoudre nos problèmes de santé. C'est là où il s'agit. Et ça arrive qu'on arrive à mettre cette banane au point, et c'est toute une fierté pour un pays qui redescend à la source, qui permet à chaque Malien d'avoir un bananier, et s'assurer que ce bananier, il est différent du bananier qu'on mange chaque jour, mais qu'on l'utilise pour pouvoir maintenir les enfants en dehors de cette maladie, jusqu'à atteindre un âge où ça peut diminuer le taux de mortalité infantile. Effectivement, professeur. Tout à l'heure, il y a l'une de nos compatriotes qui s'interrogeait, savoir, qui disait oui, je vais utiliser les bananes que le professeur Ousmane Koïta est en train de développer, de mettre en place. Mais si ces bananes sont sucrées, et donc nous on a envie de savoir, est-ce que les bananes que vous êtes en train de fabriquer auront le même goût sucré que les délicieuses bananes que nous prenons comme dessert après avoir bien mangé un plat de fonio avec la sauce arachide? Ça me donne l'envie de manger. Mais pour ça on répond tout à l'heure à cette question, mais avant on va remonter aux années 80 avec Madou Guita, une musique choisie pour vous et sans commentaire, spécial dédicace au professeur Mamadou Koumaré, père académique de la professeure pharmaceutique au Mali, à qui nous souhaitons au passage prompt rétablissement. Apagase,
Madou Guita que nous écoutons dans notre studio à Sotuba, où nous faisons un clin d'œil à tous les chercheurs de la station agronomique de l'Institut d'économie rurale qui se trouve juste à quelques mètres de notre radio. Alors professeur, je vous ai vu tout de suite rougi à l'écoute de cette musique. Quel souvenir cela vous rappelle? Donc ce morceau a bercé notre enfance. Ah bon? Et ensuite ça donne des messages. Je ne sais pas si vous avez écouté la totalité du morceau. Il va parler de tout ce qui l'accompagne pour faire cette chanson. D'accord. Ça veut dire que la recherche, ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe très forte et qui ont une conviction, une vision. Et c'est cette leçon qui est donnée. Et ensuite, aussi notre maître Mamadou Koumaré, qui nous a enseigné la pharmacognosie en 4e année. Ouais. Très humble. Je le salue et lui souhaite prompt rétablissement. Et donc c'est cela que j'ai choisi ce morceau pour pouvoir nous rappeler de certaines fonctionnalités en termes de recherche, en termes de composition d'équipe, en termes de dynamique de groupe, parce qu'il faut une dynamique de groupe pour travailler. Et donc c'est là que ce morceau, quand vous voyez, il va donner le nom de chaque membre de son équipe. C'est ça, c'est cette équipe qu'il faut pour faire la recherche. Effectivement, pour ça, vous avez une équipe, effectivement, dans votre laboratoire, et cette équipe est en train de travailler sur des bananes. Et nous, on veut savoir la banane sur laquelle vous êtes en train de travailler. Est-ce que ce sont des bananes qui seront sucrées ou pas sucrées? Ok, actuellement, on ne peut pas donner une réponse pour 2 raisons. Et la première raison, c'est qu'on ne sait pas si les propriétés antihyperlipidiques seront exprimées au niveau de la feuille, au niveau de la racine et au niveau des fruits. D'accord. Si on a la chance que ça tombe, ça s'exprime au niveau de la fruit et que c'est produit au niveau du fruit et oui. Et la banane. D'accord. C'est en ce moment qu'il y aura un essai pour montrer, peut-être vous prenez 100 personnes, vous donnez à ces 100 personnes la banane transformée et la banane classique, et il va vous dire quelle est la banane qui est la plus sucrée. Oui, ben, généralement, ce sont les bananes douces, c'est-à-dire c'est dans les bananiers douces que vous allez transférer le jus, ou ce sont dans les bananes plantains? Bananes douces. Les bananes douces. Les bananes douces. Dans la plupart des cas, les maladies, les médicaments du paludisme sont un peu amers. Est-ce que bon, ça dépend de ce qui va être exprimé, et nous s'attendons pas à ce que ça soit peut-être adouci par les propriétés de la plante, de la banane, qui font que ce sera enrobé. D'accord. Et peut-être que vous n'allez pas sentir au niveau de votre cellule gustative. D'accord. Et peut-être qu'au moment où ça va être désenrobé, en ce moment ça se trouve dans l'estomac, vous n'aurez pas le goût. Et c'est une probabilité que ça soit bien sucré aussi. On a hâte de voir les résultats. Ça va prendre du temps, M. Mardoché. Professeur, nous avons une surprise pour vous. Je vais demander à notre technicien de... Allez. Bonsoir, professeur Alessandro Bretodo. Bonsoir, professeur. Est-ce que le professeur est avec nous? Allô? Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, ça va très bien, professeur. Aujourd'hui, professeur Bretodo, nous sommes dans notre studio avec le professeur Ousmane Koïta. Oui. Que pouvez-vous dire du professeur Ousmane Koïta? Bon, vraiment, le professeur Koïta est un scientifique que j'ai connu au lendemain des années 90. Et j'ai été très impressionné par la dimension scientifique qu'il avait de vouloir établir vraiment un laboratoire de biologie moléculaire. Parce que comme vous le saviez, pour faire du génie génétique d'abord, il faudrait vraiment disposer de tous les outils de biologie moléculaire. Et il a été l'un des précurseurs, n'est-ce pas, de la familiarisation des enseignants et des étudiants surtout avec les techniques de biologie moléculaire.
Et il a développé ici un laboratoire, je dirais, phare, qui était vraiment cité comme référence dans toute la sous-région en termes de biologie moléculaire. Et c'est ça que je retiens de lui. Ensuite, le professeur Koita a toujours été un scientifique à l'écoute des autres. Et il a un caractère qui est une valeur très importante, à savoir, il est très humble en matière de recherche. Et je crois que un scientifique qui a cette valeur, ces valeurs d'humilité, est un scientifique qui peut aller très loin. Et j'ai suivi, quand bien même je ne suis pas du domaine de la médecine, mais je crois que je suis un peu outillé dans le domaine de la génétique. Et j'ai suivi de très près tout ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, dans le domaine de l'amélioration génétique et surtout dans l'utilisation, n'est-ce pas, du génie génétique et pour la création variétale. Ça, je crois que c'est très, très important. Et voilà ce que je peux dire du professeur Koita. Et je lui souhaite surtout beaucoup de courage, puisque vous savez que ce domaine de la génétique est assez controversé et beaucoup de gens voient surtout les mauvais côtés du génie génétique. Alors que toutes les techniques et sciences ont des bons côtés et des mauvais côtés. Je vous prendrai un exemple le plus simple. Le nucléaire est aujourd'hui tellement décrié dans le monde, mais il n'en demeure pas moins que c'est le nucléaire qui permet aujourd'hui également de faire de la diversité génétique et éventuellement même de retrouver des formes génétiques qui n'existent pas aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est justement les mutations naturelles qui ont été un des éléments majeurs dans l'évolution de toutes les espèces jusqu'à l'espèce Homo sapiens. Voilà vraiment ce que je peux dire. C'est pour ça que je dis, il faudrait, en tout cas pour ces travaux, avoir beaucoup de retenue et surtout être très très vigilant pour éviter les côtés pervers, n'est-ce pas, de cette discipline qui a des potentialités extraordinaires et qui pourrait vraiment être très utile à l'agriculture malienne et africaine. Voilà ce que je peux dire du professeur Koita. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes l'un des instigateurs d'une technologie au niveau de la mise en place du sorgho au Mali. Alors, professeur, j'espère que dans les jours à venir, on vous recevra dans notre studio pour parler de ce sorgho que vous avez développé, que les Maliens consomment bien, mais qui ne savent pas qui a développé ce sorgho. Professeur Bretodeau, on vous donne certainement un jour rendez-vous dans notre studio. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, professeur Ousmane. Oui, merci à professeur Bretodeau qui est très humble. Il vous a pas dit qu'il est membre de l'Académie nationale des sciences et qui est un peu le père de la mutation en termes de création variétale au Mali. Et aussi, merci pour les conseils, professeur Bretodeau. Et aussi, il a été le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. D'accord. Et donc, à ce niveau, c'est un chercheur doublé d'un administrateur. Wow. Et on espère qu'il y a quelque chose vous lie. Exactement. Nous faisons partie du comité scientifique et technique de l'INERSP. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur, chez nous ici, comme d'habitude, nous recevons les questions des auditeurs. Cette semaine, nous avons une question et Grâce Lama a retenu la question d'un auditeur, car chez nous donnons l'opportunité aux auditeurs d'envoyer leurs préoccupations ou leurs questions et un spécialiste se charge de répondre. Bonsoir, Grâce. Bonsoir, Madoché. Quelle question avez-vous retenue aujourd'hui? Notre auditrice du jour se pose des questions sur l'épilepsie, qui est une maladie neurologique. Je vous propose donc de l'écouter. Pour la radio Baoulé, je suis Kadidia Toudiara. J'aimerais savoir ce que c'est que l'épilepsie, quels sont les symptômes, comment on guérit de l'épilepsie, est-ce que l'épilepsie est contagieuse? Merci. Alors pour répondre à sa préoccupation,
nous avons rencontré le docteur Salif Touré, neurologue à l'hôpital Gabriel Touré. Je vous propose également de l'écouter. L'épilepsie est une maladie qui résulte d'un désordre au niveau du cerveau. C'est-à-dire que certaines parties du cerveau se mettent à fonctionner de manière trop exagérée pendant un certain moment. L'épilepsie peut prendre tous les signes possibles. En fait, ça va d'une main qui bouge de manière incontrôlée et de lui-même. C'est-à-dire que soit ça bouge tout seul, ça tremble tout seul, ça se contracte tout seul. Ça peut aller jusqu'à ce qu'une partie du corps fait la même chose ou tout le corps peut faire la même chose. L'autre versant peut être quoi? À côté de ces crises d'épilepsie, on a ce qu'on appelle des crises qui peuvent être des crises d'absence. C'est-à-dire que vous allez voir que la personne peut être là. D'un coup, la personne peut être là à vous parler. Au bout de 5 secondes, 10 secondes, souvent même 30 secondes, c'est comme si tu désactivais la personne. C'est comme si tu le mettais sur pause. La personne n'est plus là, ne peut plus vous parler, ne peut plus répondre, n'est même plus conscient. Et d'un coup, tac, la personne va repartir. C'est comme si vous le mettez sur pause. Ça, c'est surtout les crises d'épilepsie d'absence. À côté de ça aussi, ça peut être des signes qui sont, disons, sensoriels. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent vous dire que je vois des choses au cours de leur crise et ils peuvent voir des choses ou entendre des choses au cours de leur crise. Donc, l'épilepsie peut prendre absolument toutes les formes. Des formes qui peuvent être vues de manière généralisée sur une partie du corps ou sur tout le corps, par des mouvements incontrôlés, soit par des crises qui peuvent être sensorielles, visuelles, auditives, même psychiques, à penser même des choses, soit des crises d'absence. L'épilepsie peut prendre plusieurs formes. Et non, on le répétera jamais assez, non, l'épilepsie n'est pas contagieuse. Encore une fois, non, l'épilepsie n'est pas contagieuse. C'est pas une maladie contagieuse. Les traitements sont multiples. Il y a des traitements qui sont non médicamenteux, c'est-à-dire que on prend pas de médicaments. Il y a des traitements à base de médicaments. Il y a des traitements même pour certaines épilepsies qui est chirurgical. À côté de ça, il y a certaines épilepsies pour les traiter. Mais vous devez savoir que l'épilepsie, maintenant, même si dans notre contexte du Mali, c'est toujours une maladie qui est mystifiée. Les gens épileptiques sont mis à l'écart, on les traite de personnes qui sont ensorcelées, emboutées. À côté de ça, ils sont stigmatisés. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain à 17h. Et si toutefois vous avez une ou des questions, envoyez-les par WhatsApp au 79 91 26 64. Je répète, 79 91 26 64. Merci, Grâce. Professeur, oui. Quel commentaire faites-vous sur cette maladie? Est-ce que vous connaissez l'épilepsie? Oui, j'ai connu des épileptiques. Ça. Et donc, comme a bien dit mon confrère, c'est une maladie neurologique où il y a un arrêt de la transmission de ce qu'on appelle des influx nerveux, et qui fait que la personne subitement perd conscience. Et je pense que c'est pas une maladie contagieuse. Et c'est une maladie il y a des malades qu'il faut soutenir, et avec une prise il y a une prise en charge médicamenteuse. Il faut qu'elle soit continue et que la personne soit surveillée. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vue, souvent en tombant dans les puits ou se faisant brûler par le feu. Et donc c'est là où toute la famille doit prêter attention à ces malades. Est-ce que vous pensez vous pensez comme le paludisme, une fois à travers également aussi des solutions au Mali? Avec le génie génétique, il est possible de pouvoir réparer sur une maladie génétique, de réparer le gène et ensuite d'assurer la continuité de l'influx nerveux. C'est la science, c'est l'heure de toutes les sciences, est une émission qui fait la promotion des résultats des recherches au Mali, qui fait la promotion de nos chercheurs maliens, parce que nous pensons que la science peut être utilisée comme un moteur de recherche, de développement
dans notre pays. Cette émission est réalisée par le journal scientifique et technique du Mali et aujourd'hui nous sommes en compagnie du professeur Ousmane Koïta qui est un biopharmacien qui pense que en transportant le gène d'une plante qu'on appelle généralement au Mali Sudjoun, transportant le gène de cette plante dans le bananier, on peut guérir le paludisme. Professeur, est-ce que nous tirons à la fin de notre discussion, est-ce que vous avez un message de fin que vous voulez adresser soit à la population, à nos autorités et à tous ceux qui nous écoutent? Oui, d'abord aux populations, en disant que le paludisme n'est pas nouveau, et comme je le disais à l'entame de cet entretien, que cette maladie est connue, ça fait 142 ans. Et donc, nous avons toute la capacité pour pouvoir identifier les signes et guérir et les soigner. Donc, c'était une maladie qu'on peut soigner. Donc, il n'y a pas d'argument pour dire qu'on n'a pas les moyens. Donc, les moyens existent. Il suffit que nos mamans puissent détecter les premiers signes précurseurs et traiter l'enfant. Il y a des efforts qui ont été faits par l'ensemble de la communauté internationale, par le Mali, par le Programme national de lutte contre le paludisme, pour que chacun puisse accéder aux médicaments. Donc, il n'est inconcevable, en 2022, que nous n'arrivions pas à détecter les signes précurseurs du paludisme et à le soigner. Les médicaments pour les enfants de moins de 5 ans sont gratuits pour le traitement du paludisme simple. Pour les femmes enceintes, et nous savons que le paludisme est capable de l'enfant de petit poids, les avortements. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, puisqu'il y a des campagnes. Donc pour ça, c'est que vous êtes en train de dire que le paludisme peut causer la naissance des enfants de faible poids. Exactement, c'est bien connu, documenté. D'accord. Et donc, c'est pourquoi les femmes enceintes suivent un programme qu'on appelle tout ce qui est les visites prénatales, s'assurer qu'il y a une prophylaxie au cours de 9 mois de la grossesse et que ce qu'on appelle le paludisme congénital n'affecte pas la survie de l'enfant et aussi l'avenir de l'enfant. Donc aujourd'hui, il y a tous les moyens dans nos centres de santé et nous voulons que ça soit dans les maisons, au niveau des cases de santé des villages, pour que les signes, quand ils sont détectés, immédiatement pris en charge pour éviter la mortalité infantile. Et ça va bien améliorer les indicateurs du pays en termes de mortalité infantile. Ça, c'est pour les populations. Pour l'État, il y a plusieurs, puisque vous savez que l'eau, c'est le vecteur de l'anophèle. Il est temps que tous les programmes d'aménagement des bas-fonds qui conditionnent la présence de l'eau, qu'il y a au moins des participations financières à la prise en charge. Il ne faut pas qu'on se tourne tout le temps vers l'extérieur pour avoir l'argent pour nous traiter. Quelque chose qui est connu, quelque chose que nous maîtrisons et nous pouvons prendre en charge cela. Et c'est pourquoi, au niveau de l'université, nous réfléchissons. Est-ce qu'il y a des stratégies innovantes qui permettent de ne plus dépendre de l'aide extérieure et que nos populations, puisque quand je l'ai dit, vous ne m'avez pas demandé pourquoi on a choisi le bananier, parce que le bananier se renouvelle par rejet. Vous n'avez pas besoin de graines. Donc quand il y a un bananier qui meurt, il y a un rejet qui vient. Et ce rejet, si notre étude prouve que les propriétés sont transférées du bananier qui va disparaître et qu'on le retrouve dans le rejet, donc personne ne peut nous empêcher d'accéder au bananier. Et c'est ça un peu, c'est le choix. Surtout que le bananier, on les retrouve dans nos champs, c'est ça? Exactement, et dans les zones marécageuses, là où le paludisme est assez prévalent. Et là, on pense que le bananier, sans apporter de l'eau, il peut croître et puis produire la banane. Et donc, chacun aura son bananier à sa porte et donne la banane à manger à l'enfant. Et en même temps, il va être protégé contre l'infection. J'ai envie de vous poser la question, quand est-ce que cette étude va prendre fin? Disons, je ne sais pas, il y a plusieurs étapes. D'accord. Il y a ce que nous allons faire au laboratoire, commencer par le séquençage du Mutrigina, le transférer dans le bananier, et tout cela est réglementé dans un milieu confiné.
et qui est sous la supervision d'un comité d'éthique et de biosécurité qui s'assure que tout ce que nous faisons ne soit pas déversé dans la nature tant que on n'a pas le feu vert du ministère de l'Environnement. Et après ça, c'est la phase d'essai sur les animaux de laboratoire pour voir est-ce que ça a des effets sur certains organes. Et si on a une clairance au niveau du modèle animal, c'est maintenant de faire un essai clinique. Et c'est l'effet clinique qu'on va voir l'innocuité de cette banane spécifique, l'efficacité de cette banane, comparée à des compétiteurs comme la combinaison artéméthyle-lumefantrine ou bien l'artesunate amodiaquine. Donc comparer la banane à ce que nous utilisons pour traiter les enfants. Si il y a balance et que la bananier transformée est aussi efficace que l'artéméthyle et lumefantrine, en ce moment, c'est à l'autorité nationale de décider est-ce que ça doit rentrer dans notre stratégie de lutte ou de prise en charge du cas du paludisme. Et on ne sait pas combien de temps ça va prendre parce que c'est la recherche. Peut-être que ce que nous voulons développer, ce serait dans le feuille, pas dans la banane. Mais nous pensons qu'on peut rediriger. On a des technologies pour rediriger les propriétés vers le fruit. On tire à la fin de notre discussion. Est-ce que vous avez les moyens de réaliser cette étude? On a eu un premier financement qui n'est pas consistant. 13 millions de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous pensons que le FCRIT, on l'a déposé au FCRIT, si ça, ils pensent que c'est faisable. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer même si on n'a pas de financement. Merci beaucoup, professeur. Merci bien, Mardoché. Très chers auditeurs, nous étions en compagnie du professeur Ousmane Koïta, un Malien qui est en train de mettre au point une banane que nous allons consommer pour prévenir et guérir du paludisme, une maladie devenue un problème de santé publique et qui crée beaucoup de décès dans notre pays. Merci et on vous donne rendez-vous samedi prochain. C'est la science, l'heure de toutes les sciences que vous écoutez, réécoutez et que vous pouvez réécouter sur notre page Facebook Radio Baoulé FM. À la technique, nous avions eu notre cher ami Brahma Traoré. Merci et ciao.